dans Reading in the Dark de Seamus Dean, qui se passe au temps de la guerre civile en Irlande du Nord, le narrateur voit sa mère descendre l'escalier et se figer sur le palier car un fantôme, dit-elle, est en train de passer. Quelle est cette apparition qui suspend le geste de marcher, de penser, d'écrire? Par qui la maison de notre écriture est-elle traversée? Par quel fantôme? Seamus Dean était poète. Son unique récit, trop peu connu, est improprement traduit en français par « à lire la nuit », alors qu'il s'agit bien de « lire dans le noir ». Si je l'évoque, c'est que je lis essentiellement la nuit, mais que je lis aussi et surtout dans le noir, quand tout alentour s'obscurcit, ce qui est le cas aujourd'hui, à un niveau jamais égalé depuis que le monde est monde. Qui dit nuit, dit en principe étoile. Je le précise car quant à moi, je considère les morts de ma vie, si je puis m'exprimer ainsi, comme des astres bienveillants plutôt que des fantômes à convoquer par des manœuvres spirites. Croyez-moi ou non, j'ai, pour cette petite introduction, fréquenté un cercle spirit dans l'espoir de convoquer, muni de sa photo, l'esprit d'un de mes fantômes contemporains préférés, John Burnside, mon presque jumeau, mort le 29 mai 2024, à l'heure précise où je relisais Scintillation sur un banc à Berlin. Mais ça n'a pas marché, les spirites, je veux dire, peut-être parce que John Burnside était tourmenté et discret comme la plupart de mes fantômes. On le sait, le jour fait fuir les fantômes et la pollution lumineuse invisibilise les étoiles. Il y a donc une cause à la disparition dans la conscience du public de notre voie lactée d'écrivains tutélaires. Trop de lumière, trop d'agitation, trop de vitesse, trop de consommation, trop de tout. Si Moby Dick de Melville est à ce point génialement hanté par le fantôme de la baleine blanche, c'est qu'une expédition baleinière vous isolait pendant 3 ou 4 ans du monde dit civilisé. Et si tant de mythes, de légendes, de récits ralentissent l'action de cette aventure de 1000 pages, c'est parce qu'Ismaël, le narrateur, n'a pas grand-chose d'autre à penser en récurant le pont, hissant les voiles ou en scrutant l'horizon en quête du souffle du monstre marin. Sans doute lisait-il aussi. On retrouve ce cadeau du temps long dans le chef-d'œuvre d'Herta Müller, La bascule du souffle, dont le fantôme, la voix, le narrateur est un poète, Oscar Pastior, qui a été déporté à l'âge de 17 ans, en 1945, dans un camp de travail en Russie, simplement parce qu'il était issu de la minorité germanophone de Roumanie. Ce livre à 4 mains a été écrit 60 ans plus tard, avec le fantôme d'Oscar Pastior, dont Herta Müller a recueilli le récit peu avant sa mort. C'est selon moi le chef-d'œuvre d'Herta Müller, prix Nobel de littérature 2009. On y trouve une manière de convoquer, au milieu de l'horreur, les moindres traces de vie. Oiseaux, insectes, plantes, dit belle dame à cuisiner pour conjurer la faim, mouchoir offert par une paysanne, russe, pelle rustique en forme de cœur, autant d'épiphanies pour oublier le malheur. J'ignorais, en écrivant ma méditation sur les fantômes, que Velibor College serait des nôtres. Permettez que je rompe une lance ou un harpon melvillien en faveur de Guerre et pluie, récit de son vécu dans les tranchées de la guerre en ex-Yougoslavie, livre qui est aussi, me semble-t-il, une métaphore. Nous sommes aujourd'hui perdus dans une guerre planétaire absurde, insensée. Et qu'emporte avec lui le narrateur dans cet absurde, cet insensé? Dans son petit sac de survie, pas de place pour un livre, mais bien pour une photographie d'Emily Dickinson. Et je comprends dès lors pourquoi, dans les pages terribles qu'il remplit dans son carnet de tranchées, surgissent, dès la moindre accalmie, l'émerveillement pour un oiseau, une fourmi, une fleur, si réconfortant et fragile en regard de la dévastation, du vacarme, des blessés et des morts. Comme l'a écrit Emily Dickinson, « Ah, little rose, how easy for such as thee to die,
Ah, qu'il est aisé, petite rose, pour les tiens, de mourir. Chez les auteurs-autrices qui m'accompagnent et que je pourrais nommer plus simplement du mot épicène, selon moi, de poète, l'émerveillement est politique. Un émerveillement placé en vis-à-vis de l'horreur conduite par les états-majors, les gardiens, les bourreaux et autres monstres dont l'argent massacre la planète et pulvérise nos espoirs. Les fantômes, heureusement, ont d'autres fonctions que d'endosser les malheurs du vivant, aujourd'hui planétaires. Ils peuvent aussi et surtout contenir notre confusion, notre désarroi, en nous donnant une forme. Un de mes fantômes aimés est Javier Marias, magicien du tissage et d'une logique narrative aussi onirique que précise, en particulier dans Un cœur si blanc, le livre de lui que je préfère. Mes fantômes n'écrivent pas autrement. Mes fantômes n'ont pas de scénario préconçu. Ils déroulent leur histoire comme l'oiseau fait son nid, au hasard des brindilles, pour un résultat fascinant et vital, solide en dépit de sa fragilité apparente. Je ne cherche pas à percer le secret de ce nid ou de ces nids. Je ne le pille pas non plus. Je m'y installe un temps, comme le coucou dans le nid d'un autre oiseau, attendant d'être nourri. Autre nid en lequel je me suis posé une année entière alors que je tâtonnais sur un manuscrit, la fractale Baudelaire de Lisa Robertson. Son récit, initiatique et poétique, ironique et joyeux, raconte comment Hazel Brown, la narratrice, a décidé durant une année de, je la cite, « me mettre entièrement au service de l'illusion ». Ce qui a consisté pour elle à se loger dans une chambre de bonne à Paris et à vivre de lecture des poèmes de Baudelaire, de baises désinvoltes et d'écriture. Hazel Brown a fait ce que chacune de nous voudrions faire, partir ailleurs, loin, pour suivre un fantôme aimé, ici, Baudelaire, dont elle est persuadée, tant elle s'en est nourrie, d'avoir écrit toute l'œuvre. Ma question serait, quel fantôme nous permet aujourd'hui ou vous a permis hier de vous mettre entièrement au service de l'illusion, comme le dit Hazel Brown? Est-il, est-elle, seul? Sont-ils une armée? Y en a-t-il une pour chaque projet de livre, chaque livre qui s'écrit silencieusement avec lui, ce ou cette fantôme, avant de trouver son expression sur la page? Maintenant, une incise, utile, évident, quoique loin d'être évidente pour tout le monde. Dans Littérature et fantômes, un essai sur ses admirations littéraires, Javier Marias convoque Joyce, Faulkner, Shakespeare, Nabokov, Flaubert, Quiroga, Ernst Junger, T.H. Lawrence, Carver, etc. Et une femme, une seule, au pseudonyme masculin, Isaac Dinesen, dont les contes sont édités aujourd'hui sous le nom de Karen Blixen. Le chapitre qui lui est consacré est intitulé « Les plaisanteries divines », titre qui nous éclaire sur son humour, divin en effet, ce qui rime avec féminin. Karen Blixen est aussi, depuis la fin de mon adolescence, un de mes anges d'outre-tombe, mais je m'étonne que si peu de fantômes dans les pensées de celles et ceux qui font profession d'écrivains soient ou aient été des femmes. L'œuvre d'un écrivain est l'extrémité d'une branche qui continue de pousser, et elle est la continuation de l'arbre constitué de tous ces noms qui l'ont précédé. C'est en substance ce que Yannick Enel nous raconte dans « Tiens ferme ta couronne ». Une couronne composée de citations et de noms qui hantent le narrateur. Je le cite, « J'étais littéralement habité par ce flux de noms, de phrases, de titres de livres et de films dont la circulation s'était progressivement substituée à mon souffle et à mes nerfs. En un sens, c'était cela ma folie, mais c'était aussi ma gloire, parce que dans ce cortège qui défilait dans ma tête, j'étais accueilli. Évoluer parmi les noms me donnait des ailes. Dans ce cortège, j'étais accueilli. » On prend la suite. On est
entouré, on en devient obsédé, à moitié fou, envahi par un cortège de voix. Mais l'écriture s'en retrouve ailée, portée, auréolée, une couronne de glorieux fantômes, à commencer ici par Melville, suivi par une cinquantaine d'autres, pas une femme. Cela dit, on peut fréquenter toute sa vie un seul fantôme au lieu de 50, ou carrément aucun, comme Edgar Ilsenrath, qui ne se réclame de personne, mais dont les livres s'avancent portés par les voix tues, celles des victimes de la Shoah et du génocide arménien. Longtemps méconnu, refusé par plus de 60 maisons d'édition pour Le Nazi et Le Barbier, qui deviendra un succès planétaire, Ilsenrath, avec sa tête ébouriffée, sa cocasserie de rescapé du pire, sa manière de dire « fuck America » ou de nous donner un conte de la pensée dernière en viatique pour les temps de la fin, est l'un de mes plus chers fantômes. A-t-il changé le monde, à commencer par l'Amérique, qui refusa un visa à sa famille victime des pogroms du Reich? Hélas, non. Mais il m'a changé, moi, et des millions de lecteurs, une communauté qui vaut bien celle d'Elon Musk. Il y a des fantômes plus convoqués que d'autres, voire convoqués à titre principal et même parfois unique. Proust, par exemple, obsède littéralement nombre de nos contemporains. Je pense au très beau Proust, roman familial de Laure Murat, parce que voilà des années que j'approche Proust par la bande, je veux dire par des auteurs dont Proust est le fantôme. Je pense à l'un de mes anciens professeurs d'université qui a consacré plusieurs livres à Proust. Quand je vais le voir, ce vieux monsieur, autrefois brillant et joyeux, je converse avec le fantôme évanescent et anxieux de Proust, qui hante toujours une tête devenue elle-même, par la cruauté de la relégation en EHPAD, évanescente et anxieuse. Loin de notre inégalité de départ, ce qui vibre entre le cher professeur et son ancienne étudiante venue lui rendre visite au pied d'un lit médicalisé, c'est le fantôme de Proust, hantant nos deux têtes obscurcies, l'une par le grand âge, l'autre, la mienne, par le découragement. Car oui, la recherche continue de me résister. Et si je n'ai pas honte de l'avouer devant vous, c'est parce que je le sens maintenant de plus en plus présent, de plus en plus émouvant, ce fantôme de Proust attendant la mort dans cette chambre solitaire, au bout d'un couloir nu, propre et vide. Sonnez et on ne vous répondra pas, alors tant qu'à faire, sonnons Proust. Mais pourquoi toujours Proust? Pourquoi pas Flannery O'Connor, roman familial? Ou Emily Brontë, roman familial. Et ce, alors même que les prix Nobel vont aujourd'hui à de jeunes femmes, Olga Tokarczuk ou Han Kang. Les fantômes peuvent-ils être de sexe féminin et encore vivants? Quand j'ai vu Lisa Robertson à Bruxelles lors d'une soirée à Passaporta, j'ai trouvé qu'elle avait l'aspect rassurant d'un fantôme anglo-saxon, calme, pâle, le teint et les yeux à peu près transparents. Mais j'aime aussi les fantômes à tête d'ampouse, ces sorcières mythologiques dont l'une au moins s'est réincarnée en Olga Tokarczuk, avec son air malicieusement gothique et sa chevelure de serpent tressé. Toutes deux, Lisa et Olga, ont en commun un humour que je qualifierais volontiers, si le féminisme n'était chose si sérieuse, de tranquillement féminin. Autre question. Comment rencontre-t-on son fantôme ? D'où surgit-il à notre rencontre? Selon quelle nécessité? Je pense à Montaigne et à la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Je pense à ces mots de Violette Leduc dans Thérèse et Isabelle. Je portais l'enfant le plus ressemblant qu'elle put me donner d'elle, je portais l'enfant de sa présence. Voilà la relation idéale avec le fantôme. Un double, un autre soi-même, l'être qui mystérieusement m'engendre. Je dirais plutôt avec Orhan Pamuk, une seconde personne cachée en moi. Pour moi, être écrivain, dit-il, c'est découvrir patiemment au fil des années la seconde personne cachée qui vit en nous, seule avec les mots, et qui jette ce faisant les fondations d'un nouveau monde. Il dédie son prix dans ce discours du Nobel à son père, qui avait une bibliothèque de milliers de livres et qui lui a timidement, avec admiration, légué une valise de ses propres écrits peu avant sa mort.
Orhan Pamuk avoue ne les avoir pas encore lus. Et son père est mort. Mais c'est le fantôme de son père qu'il convoque à l'heure du Nobel, c'est le désir du père pour le fils, c'est la fierté posthume du père. Voilà un exemple de fantôme familier, familial. Pour Romain Gary, ce fut le fantôme de sa mère qui le voyait en grand diplomate et en grand écrivain, prophétie réalisée. Nos fantômes sont donc parfois des humains très discrets. Il y a des fantômes qui sont des animaux, des oiseaux, des végétaux que l'on va rechercher dans des textes qui nous révèlent ce que nous avons perdu, comme dans ce passage d'Eugène Fromentin dans Dominique. Un monde infini d'insectes, de papillons, d'oiseaux agrestes s'agitait, se multipliait à ce soleil de juin dans une expansion inouïe. Ce monde infini à l'expansion inouïe nous hante comme un fantôme désolé et muet. Hamlétien, serais-je tenté de dire, puisqu'Hamlet n'a eu de cesse que de tenter de décrypter les silences du spectre surgi après le crime. Jamais autant de livres sensibles, documentés, généreux n'ont été publiés à propos de notre monde assassiné pour d'obscurs enjeux de pouvoir et d'argent. Ce monde-là, en passe de devenir fantôme, est peu à peu remplacé par son double virtuel. Mais l'intelligence artificielle peut-elle produire des fantômes qui nous guident et nous émeuvent, comme nous guident et nous émeuvent les cris des grues migratrices par un clair matin d'automne? Peut-elle, cette IA, produire des fantômes qui nous appellent et nous conduisent au seuil d'un monde à nouveau, infini? Nous n'avons pas encore la réponse, et quand nous l'aurons, il sera peut-être trop tard. Dans la fractale Baudelaire, une jeune femme se met donc une année durant au service de l'illusion. Les personnages des livres, ces soi-disant illusions, sont de véritables fantômes influents et actifs qui orientent le cours de nos existences. J'ai tant appris pour comprendre ma propre vie et celle de mes proches. Des personnages de Thomas Bernhardt, le neveu de Wittgenstein, le naufragé, ou encore la personne, ce double poignant du narrateur dans Oui, fulgurante méditation sur le destin d'une femme acculée au suicide. Je continue à être hanté par le dandysme malicieux de Hazel Brown, ce double de Lisa Robertson, par l'intrépidité de la nonne militaire d'Espagne de Thomas de Quincey, par la séduction guerrière de la Floricica de Panate Istrati, et, last but not least, par l'intelligence de Fantomette, dont les aventures, imaginées par Georges Chollet, ont nourri, lorsque j'étais enfant, mes rêves d'émancipation. Toutes ces ombres qui nous précèdent et nous talonnent, rendons-leur hommage et poursuivons nos luttes en lisant et en écrivant, afin de bondir hors du rang des assassins, comme disait Kafka. Car si je ne lis pas, si je n'écris pas, je suis assassin de moi-même et du monde. Je vous remercie et bienvenue à vos fantômes. Quand Gerolstein vient me visiter, ou plutôt quand je rends visite à Gerolstein, c'est dans son appartement parisien, au 27 rue de Fleurus, dans le 6e arrondissement. Je sais qu'elle ne sera pas seule, qu'il y aura ses amis, peintres, poètes, qu'il y aura Alice Toklas, son amie, son amante.
Je sais que nous allons, tous ensemble, discuter. Calice, l'ami, l'amante, restera un peu à l'écart, mais qu'elle ne perdra rien des conversations. Je passe du temps à regarder les tableaux accrochés au mur, Picasso, Matisse, Picabia, les cubistes, Juan Gris, Masson. Ses goûts ont toujours été sûrs. Elle a toujours su, avec son frère Léo, voir et savoir ce que sera l'art de demain. Il y a les bibelots, accumulés, les livres qui s'entassent dans de petites bibliothèques basses. Sans doute vais-je croiser Hemingway ou Fitzgerald, Ezra Pound ou James Joyce. Sans doute vais-je boire un verre avec René Crevel, sous le tableau de Picasso, ce grand tableau qui la représente et qui fut l'amorce d'une nouvelle période pour le peintre. Je caresse son chien, Basket, et j'attends qu'elle me propose un tour dans son auto qu'elle a baptisé Auntie. Auntie, hantée par la modernité. Je vais rendre visite à cette Américaine excentrique, née en Pennsylvanie en 1874 et qui mourra en France en 1946. Cette autrice à l'œuvre abondante, diverse, poèmes, romans, théâtre, scénarios, critiques. Cette Américaine qui saura être si française, tout en restant si américaine. Cette femme qui sut sitôt brouiller toutes les pistes de l'art et de l'amour. Cette Américaine qui a révolutionné la littérature, cette Américaine qui me hante depuis si longtemps. Je ne sais plus trop comment j'ai découvert Jason Stein, sans doute grâce à l'excellent libraire à Tours qui savait me conseiller autre chose que des nouveautés. Un libraire qui avait du fond. Vous savez le fond, ce trésor des librairies qui maintient tant d'auteurs vivants. La librairie comme lieu parfait des réunions des fantômes. Une anthologie, avec un H au début, un lieu qui hante, qui est hanté, qui possède et qui est possédé, où il faut avoir des notions de nécromancie pour faire relever les morts et commencer la discussion, où les tableaux tournent, où Victor Hugo est ami avec Virgile, qui lui-même converse avec Joyce, Joyce qui n'arrive pas à placer deux mots avec Homère. Un lieu de chuchotement, de mots qui se répètent, qui s'entrechoquent, comme dans la chanson du groupe Divine Comedy, The Book Lovers. Je sais que j'ai commencé par lire Autobiographie d'Aristoclas. Fausse autobiographie, car en fait c'est Stein qui écrit, en se faisant passer pour Aristoclas. Fausse autobiographie pour montrer tout le génie de son autrice, Stein. Et ce fut un éblouissement. Pas seulement un éblouissement, je savais en lisant ce livre que ma vie allait être changée fondamentalement, comme elle l'avait été avec Proust, comme elle le sera plus tard avec Thomas Bernhard. Ainsi, on pouvait se raconter, ce qui est assez banal, mais de cette façon, et cela me laissa pantois. C'était comme si, en lisant Stein, elle venait à côté de moi et me racontait tout, à moi, juste à moi. Elle devenait mon amie, et je rentrais avec elle dans son livre, et moi, j'étais raconté par son livre. Puis, j'ai lu tout ce qui était disponible en français, Trois Vies, Ida, Le Monde est rond, etc. Des textes que l'on trouvait par-ci, par-là, dans des revues. Stein était comme un mot de passe, que l'on se passait entre initiés, un nom qui faisait comprendre que l'on était dans le même camp de la littérature. Comme Joyce, comme Malcolm Lowry, comme Thomas Bernhard, comme Thomas Pynchon. En fait, ces auteurs qui n'étaient pas encore à la mode, mais qui savaient changer la vie d'un lecteur. Un mot de passe, un mot qui la faisait revenir des morts, qui la faisait revenir de loin. Elle arrivait à pas lents, vers moi, elle arrivait en spectre doux et tranquille. Elle arrivait vers moi et pour moi. Je me suis un peu éloigné de Stein, pas très loin. Puis j'y suis revenu avec la parution de L'Ève bas-ventre, traduit par Christophe Labioenos chez Corti. Et ce fut de nouveau un choc. Ce long et beau poème érotique, d'une écriture si puissante, si simple et si puissante, me remplit d'énergie pour écrire à mon tour, non pas en imitation, mais porté par le souffle,
et le rythme. Quand je ne cessais au début de penser histoire, ce texte de Stein me rappelait qu'avant tout, il y a le rythme. Le rythme, le souffle, qu'il faut laisser monter. Il faut laisser monter les fantômes en nous. Et j'ai compris, grâce à Stein, avec Stein, qu'au commencement de l'écriture était le souffle. Souffle qui devient rythme. Rythme sur lequel se posent les mots, mots qui font sens, mais au final, le rythme a toujours raison. C'est une étrange chose que le rythme. On ne le lit pas au sens strict. On ne le lit pas, et pourtant il s'entend. Il s'entend dans tout ce que l'on lit. On ne peut pas lire sans lui, on ne peut pas lire sans le rythme. Et on ne peut pas écrire sans lui, on ne peut pas écrire sans le rythme. Le rythme est tout en écriture. Le rythme est tout pour l'écriture. C'est la phrase d'Hemingway. Un écrivain qui n'a pas d'oreille, c'est comme un boxeur sans main gauche. L'oreille, donc, le rythme, toujours. Le souffle, la pneuma en grec. Et quand on parle des fantômes, on parle de pneumatologie, la science qui a pour objet l'étude de l'âme et des esprits. Les fantômes, le souffle, le rythme, ça va ensemble. Oui, Stein me hante depuis mes débuts de lecteur. Elle est là à côté de moi, avec moi, quand je lis et quand j'écris. Quand j'ai écrit Notre Château, je me demandais comment Stein écrirait une histoire fantastique. Comment elle pouvait écrire l'intimité d'un couple, et ce fut Madame Jules. Les derniers jours d'un compositeur, au bord du lit. Oui, elle est là, et je dialogue avec elle en écrivant. Et je lui demande si mes phrases sont bien rythmées, si elles balancent bien. Même pour une fêlure, elle était là, dans cette façon de raconter l'enfance, de dire le passage aussi. J'avais en tête, comme une obsession, ces phrases. Jusqu'au début de l'adolescence, on découvre peu à peu que les étoiles sont des mondes, que les mots sont des moyens, que la force est puissance, que les artifices sont des moyens, au même titre que les mots. En d'autres termes, on se découvre soi-même. Enfant, nous devenons légende. Raconter, certes, mais raconter avec rythme. Raconter, certes, mais en choisissant à chaque fois une langue. Je lis et j'écoute Stein, des enregistrements, des lectures, des mises en musique, celle de Dussapin en particulier. Je me suis toujours demandé pourquoi le compositeur Morton Feldman n'avait rien fait avec Stein. Stein m'a appris deux choses. Le temps, cette obsession des écrivains. Proust, bien sûr. Faulkner, qui dans Requiem pour une nonne écrit « Le passé n'est jamais mort, il n'est même pas le passé ». Deborah Levy, suturer sans couture le passé et le présent au sein d'un même paragraphe. Thomas Bernhardt, obsédé par le temps qui passe. Claude Simon, qui ressasse toujours la même histoire. Joyce, pour qui l'histoire est un cauchemar dont on essaye de se réveiller. Et Stein, qui remonte le temps dans Autobiographie d'Aristoclas ou dans Autobiographie de tout le monde. Stein qui réussit à rendre présent le passé, qui réussit à suturer le passé et le présent, souvent dans la même phrase. Tour de force incroyable, qui laisse toujours le lecteur pantelant. Elle m'a appris aussi la grammaire. Lire, écrire, c'est de la grammaire. Pas celle de Grévis, forcément, mais celle de Port-Royal. Une grammaire qui n'est pas fondée sur la conformité, mais sur la raison. Une grammaire qui rend compte de l'universel, du monde, par le langage. Le signe est comme un miroir qui donne à voir autre chose que lui-même, ou bien encore, il est comme une vitre transparente qui laisse voir autre chose qu'elle-même. Mais aussi bien le miroir que la vitre ont la propriété de s'opacifier, c'est-à-dire qu'ils peuvent cesser de se dérober pour, au contraire, s'offrir à la considération à la vue de l'esprit. Voilà, cette grammaire qui peut s'opacifier, qui peut donner une autre vision du monde. Et celle de Port-Royal va être un point de bascule dans notre représentation du monde
occidentale, une coupure. Et Stein le montre bien, l'écriture est une coupure dans le temps, dans la phrase, dans le rythme. Et Stein me l'a appris. Elle m'a appris que la grammaire, c'est faire des choses à la langue, à la syntaxe, à la ponctuation, à la forme et à la technique. La grammaire, c'est inventer et établir notre propre langue. La grammaire, c'est dire et rendre compte du monde. La grammaire, c'est dire et rendre opaque le monde. La grammaire, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est apprendre la désobéissance. Pour reprendre le mot de Saul Bellow, ce n'est pas à moi d'assurer la cohésion du monde. Vous savez, ce monde qui est out of joint, comme dit Hamlet, qui est rempli de spectres qui n'ont rien à faire ici, les spectres des pères, des ancêtres et tout. Je suis d'accord avec Bellow, ce n'est pas à moi de le faire. Je ne peux assurer la cohésion du monde. Par contre, comme écrivain, et dans la lignée de Stein, je dois en assurer par la grammaire, et pour employer le mot de Warburg, la survivance. Je dois commencer par vous raconter une histoire. Une petite fille, âgée de 4 ans, arpente le parquet d'un vaste salon, un livre ouvert entre les mains. Sa voix résonne dans les pièces voisines. Elle est en train de lire à voix haute, en tout cas, on le jurerait, l'illusion est parfaite. Mais cette petite fille ne sait pas lire. Et les personnes qui l'observent parfois, dans l'embrasure de la porte, qu'il s'agisse de ses parents ou de sa gouvernante, ont remarqué que souvent, elle tenait son livre à l'envers. Elle ne lit pas, elle improvise, elle invente à flux continu, en tournant régulièrement les pages au rythme de sa lecture imaginaire. Les héros et les héroïnes des histoires qui lui viennent de façon irrépressible ne sont pas des enfants. Ce sont des adultes, et d'ailleurs, elle les appelle les gens réels. Pour inventer, la petite fille a besoin d'être seule et il lui faut absolument un livre entre les mains. Ce livre, elle l'a choisi pour sa typographie serrée comme une forêt impénétrable. Les caractères sont gras et denses, les marges étroites. Chaque jour, sa muse l'appelle sans crier gare. C'est impérieux, c'est urgent. Parfois ça tombe mal. Une petite camarade de jeu est invitée pour la journée. Maman, vous devez aller vous occuper de cette petite fille à ma place, il faut que j'invente. Cette jeune romancière, qui méprise les contes pour enfants, même ceux de Perrault et d'Andersen, mais raffole de la mythologie grecque, parce qu'elle y a tout de suite reconnu les personnes qui viennent dîner chez ses parents, s'appelle Edith Wharton. Plus tard, elle écrira des romans inoubliables comme Le temps de l'innocence chez les heureux du monde et 2 chefs-d'œuvre, Ethan Frome et Été. Un jour, Edith Wharton, vous êtes entrée dans ma chambre. J'étais à ma table, j'écrivais un roman bizarre sur une jeune fille qui avait failli mourir et qui avait miraculeusement survécu. Elle essayait de se libérer d'un traitement médicamenteux qui était peut-être une camisole chimique. Quand elle ne prenait pas ses comprimés, il lui arrivait des choses. Elle entendait des voix, il lui venait des sortes de pouvoirs. Et aussi, cette jeune fille vivait dans la peur d'être assaillie par une bête, une sorte de créature cachée dans un pli de la réalité, comme derrière un rideau, et qui attendait le moment propice pour se jeter sur elle. C'est alors que j'ai lu un texte de vous.
Vous y racontez comment vous avez failli mourir et les étranges séquelles que la maladie a laissées en vous. Vous avez 9 ans, vous séjournez avec vos parents dans une station thermale de Forêt-Noire et vous venez d'attraper la fièvre typhoïde. Le médecin du village n'a jamais vu de cas de typhoïde, il n'y connaît rien. Il demande conseil à son fils, également médecin, mais celui-ci est sur le front où il se bat contre les Français. Le courrier n'est pas très rapide. Voilà déjà plusieurs semaines que vous êtes alitée, brûlante de fièvre, à moitié consciente. Vous êtes sur le point de mourir quand vos parents entendent dire que le médecin du tsar est en ville. Il n'a que 5 minutes à vous consacrer avant de reprendre le train. Il modifie votre traitement. Il vous sauve la vie. Votre convalescence est longue. Vous qui étiez une enfant très vive et intrépide, vous êtes devenue craintive. La seule chose que vous désiriez faire, c'est lire. Parmi les lectures qu'on vous donne, c'est glisser un livre pour enfants. D'ordinaire, votre mère refuse que vous lisiez ces âneries, et vous-même n'en raffolez guère. Mais ce livre-là vous a été prêté par des camarades de bonne famille. Alors on vous le laisse. C'est une histoire de voleurs et de fantômes. À cause de vos origines celtes, dites-vous, qui vous rendent si sensibles aux choses surnaturelles, votre imagination galope, s'enflamme à cette lecture presque banale. Le livre provoque une grave rechute. Lorsque je fus rétablie, écrivez-vous, ce fut pour entrer dans un monde d'horreur informe. Pendant plusieurs années, vous vivez dans la terreur et sous une étrange menace. Cette menace que vous ressentez, indéfinissable, présente à chaque instant de votre journée et de vos nuits, n'est jamais si forte que lorsque vous rentrez de promenade. Au moment de regagner la maison, sur le seuil, tandis que votre père ou votre gouvernante cherche sa clé, il vous semble que cette menace fond sur vous comme un aigle. Quel soulagement quand la porte s'ouvre enfin. Pendant plusieurs années, vous ne pouvez dormir sans une lampe allumée et la présence d'une nurse. Et surtout, il vous est impossible de dormir dans une pièce où se trouve un livre qui parle de fantômes. Même dans la pièce voisine, même dans la bibliothèque au rez-de-chaussée, la présence de ce livre vous obsède et vous terrifie. Alors vous le prenez, vous le jetez dans la cheminée, vous le brûlez. Cette peur chronique vous accompagne jusqu'à l'âge de 27 ou 28 ans. Et puis elle se dissipe, vous êtes guéri. Le monde d'horreurs informes a cessé de vous entourer. Tandis que j'écris mon roman qui s'appellera « Une bête aux aguets », il ne se passe pas une journée sans que je relise votre texte. Il me semble que c'est moi qui m'évanouis presque de frayeur devant la porte close. Moi qui me relève la nuit, car je sais que quelque part dans l'appartement, une présence s'échappe d'entre les pages d'un livre. Le monde d'horreur informe, je le connais, et vous m'aidez à le convoquer. Je lis aussi vos histoires de fantômes, car oui, aussi étrange que cela puisse paraître, à partir de 1910 environ, soit à l'époque de l'écriture d'Ethan Frome, vous avez commencé à publier des histoires de fantômes. Dans ces nouvelles, nous nous sentons frôlés par des présences discrètes venues du passé, celles de chiens qui n'aboient pas, celle d'une morte qui continue à envoyer des lettres. Les murs ont une conscience, écrivez-vous, une mémoire. Les lames du parquet gardent la trace invisible des pas de ceux qui nous ont précédés. Les écrivains prêtent l'oreille aux fantômes. Être hanté, c'est leur travail, c'est leur seconde nature. Je suis une lectrice hantée par les personnages d'Edith Wharton. Ethan Frome vit en moi, je sais sa démarche tordue, son corps déformé, la douleur à jamais imprimée sur le visage d'Ethan Frome comme un cri silencieux. Vit aussi en moi la jeune fille Charity, gravissant la montagne au milieu des flocons de neige qui volettent, avec son ventre qui ne se voit pas encore, vaincue et déterminée, sourde à son propre désespoir. Elle vient d'été, que Joseph Conrad admirait tant.
Ethan, Charity, le mouvement perpétuel de leur libération impossible, bouleversante cohorte de Sisyphe, secouant les entraves qui ne cessent de se resserrer sur leurs chevilles et leurs poignets. Il y a deux scènes étrangement jumelles dans Ethan Frome et dans Été. Les deux ont lieu en pleine nuit. Dans Été, Charity observe à son insu un garçon dont elle était prise et qui ne l'épousera jamais, car elle n'est pas de sa condition. Charity l'espionne, recroquevillée sur une marche de la véranda, tout engourdie de froid. Dans la pièce éclairée, le jeune homme travaille à sa table à dessin. Près de lui, une valise ouverte, à moitié remplie de vêtements. Soudain, d'un geste agacé, il jette son crayon loin de lui. Il semble tourmenté. Charity devine qu'il a choisi de quitter la ville sans la revoir. Elle essaye de lire les pensées du jeune homme sur son visage et chaque instant qui passe est pour elle une humiliation supplémentaire. Elle ne reconnaît pas celui avec qui elle a passé ses après-midi, avec qui elle a vécu des moments uniques. Son visage est celui d'un étranger. Ethan Frome observe quelqu'un lui aussi, mais c'est à travers la fenêtre d'une salle de bal. Autour de lui, le village est enfoui sous la neige. Derrière les vitres, les convives qui s'apprêtaient à remettre leur manteau ont été entraînés dans une dernière danse échevelée. Ethan Frome se tord le cou pour mieux voir Mattie Silver, la cousine de sa femme, qu'il est venu chercher pour la raccompagner à la maison, car depuis quelque temps, elle habite chez eux. En regardant le visage lumineux de Mattie, en la voyant passer de la main d'un danseur à un autre, et tournoyer et rire, Frome se demande comment il a pu croire qu'il partageait avec elle, chaque jour, des instants privilégiés, que leurs âmes s'étaient furtivement mais sûrement parlé. La Mattie qu'il croit être seule à connaître semble soudain devenue la Mattie Silver de tout le monde et de n'importe qui. Un jour, peu avant l'âge de 30 ans, peut-être à cause du poids de la vie et des chagrins, les terreurs qu'éprouvait Edith Wharton l'ont désertée. Elle n'a plus jamais eu peur de rien, ni dans la vie, ni dans les livres. Et s'il y a une chose en particulier qui ne l'a plus jamais effrayée, c'est l'impureté de toute vie humaine. Elle lui apparaissait déjà quand elle remontait la 5e avenue en tenant la main de son père. Tout s'imprimait en elle, le poids des conventions, celui des étoffes, la vanité, la ressemblance qu'elle notait entre l'aspect granitique de sa tante Élisabeth et la sinistre demeure à Tourelle où elle habitait. Le mariage comme un Graal, le mariage comme une prison, la peur de manquer d'argent, les chagrins fossilisés, l'émerveillement du désir, la saveur douceâtre de la compromission, l'étonnement d'être en vie alors que tout est mort en soi, ou presque. Je pense à ce livre qu'Edith Wharton tenait entre les mains à l'âge de 4 ans, comme un fétiche qui lui conférait le pouvoir de créer. Je pense à ces livres qui plus tard la terrifiaient et qu'il lui fallait brûler pour dissiper leur présence et leur pouvoir. Je n'y vois pas le comportement extrême d'une enfant puis d'une jeune fille dotée d'une trop forte imagination. Je pense au contraire que c'était le signe de sa précoce acuité, de son intelligence. Oui, elle avait absolument raison. Les livres, par leur seule existence, ont un pouvoir infini. Sinon, pourquoi aujourd'hui encore, pourquoi aujourd'hui à nouveau, certains désireraient-ils les faire disparaître et même les brûler?
Amadou. La voix était suave, comme posée sur du velours. Kourouma. Amadou Kourouma, hein? Celui à qui s'adressait l'interpellation releva son menton qui reposait contre sa poitrine et tenta d'ouvrir les yeux. Mais ses paupières tremblaient, semblaient avoir des difficultés à accomplir la tâche consistant à permettre aux individus de voir clairement ce qui se déroulait. Le regard et l'ouïe de l'homme captèrent des doigts délicats aux ongles laqués de rouge qui claquaient juste devant son visage. « Réveille-toi, putain !» L'homme assis en tailleur sur le sol sablonneux s'efforçait de retrouver un minimum de lucidité. Quoique conscient d'une chose cruciale, il était passé de vie à trépas, et ce moment précis, il ne l'oublierait jamais. Alors il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, ce que faisait cette femme installée tranquille sur une stèle décorée de céramique bleu ciel. Celui qu'on appelait Amadou Kourouma jeta un coup d'œil autour de lui et put constater qu'il était bien dans un cimetière. Jusque-là, c'était normal, il était mort. Depuis combien de temps, ça, il n'aurait pu le dire. Mais peut-être l'élégante qui venait de le réveiller le savait, pensa-t-il. Celle-ci l'observait, la tête un peu penchée, une mèche rose fluo lui cachant un œil. Sa chevelure d'un noir de jet était taillée au carré. La dame était habillée d'un tailleur à la coupe dessinée par un grand couturier et des bijoux en or massif à son cou, à ses poignets et à ses oreilles témoignaient d'une certaine opulence ou d'une appétence immodérée d'impressionner à tout prix. Effectivement, elle en jetait pas mal. Kourouma se regarda, mais vêtu uniquement du linceul dans lequel on l'avait enseveli. En comparaison, il paraissait plutôt démuni. Il devait de plus tenir les pans du tissu pour que ça ne glisse pas, qu'il puisse rester digne. « Bonjour. »« Bonjour, » répondait-il sobrement. L'homme se méfiait des manières pleines de charme de l'apparition. « Tu te souviens de moi ? » ?»« Rappelle-moi, ma fille, je ne vois pas où on se connaît. »« Je suis la mort. »« Qui ? » ?»« La muerte, voyons. Au Congo, on m'appelle Liwa. Je suis une star là-bas. C'est de là que je viens. » « Ah. » Le vieux en avait vu d'autres en termes de fantasmagorie. Il était au courant de l'existence des esprits, des fantômes et autres entités mystiques. Il les avait maintes fois évoquées dans ses romans et il pressentait bien que s'il se trouvait là, ce ne pouvait être qu'à l'état de spectre, de fantôme. Il se rendait bien compte qu'il lui manquait de la consistance, que son épiderme, naguère gorgé de mélanine, avait à présent un teint grisâtre qu'il ne lui connaissait pas. Le tailleur blanc immaculé, griffé Balenciaga, porté par la dame par contre, chatoyait sous le clair de lune qui baignait doucement le paysage. Des reflets de l'astre nocturne jeux sur la peau soyeuse de ses jambes, qu'elle avait croisées au haut et que découvrait élégamment une jupe en soie moirée. Tu dis que tu es la mort, la muerte. En Chine, je suis la belle Sichuan. Je suis première dame partout. Écoute ma fille, je suis vieux, je commençais à peine à m'habituer au trépas, et tu viens me déranger comme ça. Tu es la mort, certes, mais d'après ce que je sais, la seule chose que nous, humains, pouvons attendre de toi, c'est le repos éternel. Et tu fais quoi là? Remplis au moins ta part du contrat, laisse-moi dormir. Ou alors il fallait me garder en vie. Ne pas, surtout pas sous ce ton. Hein. Personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. C'était fini la voix caressante. Mais qu'ai-je encore à craindre de toi? Tu vois bien que tu es arrivé au bout de ton pouvoir avec moi. Tu ne peux plus me faire peur. Et on ne meurt qu'une fois. La dame n'avait aucun argument pertinent et rétorqué, alors elle se fit conciliante. Je sais bien, tu aurais voulu vivre un peu plus longtemps. Tu m'as imploré, même si tu ne me voyais pas, de te permettre d'achever le livre sur lequel tu étais en train de travailler. Tu disais avoir encore des êtres à chérir, que tu ne voulais pas les quitter si tôt. Pardon. Les revoir une dernière fois, c'est tout ce que tu demandais. C'est pour tout ça que tu me boudes? Kourouma la niait complètement en faisant mine de s'intéresser à des lucioles qui voletaient au-dessus de sa tête. J'ai pas voulu t'entendre, je sais, mais je suis la mort. Je me dois d'être sans pitié, même avec toi. Tu n'as pas le droit de m'en vouloir, sinon où irait le monde?
Mais tu me connais assez aussi pour savoir que je ne suis pas méchante. C'est juste le cours de la vie, on vit au monde, on le quitte. Tu as utilisé les mêmes moyens que moi en écrivant, n'oublie pas ça. Mais moi, même quand je tue les personnages, ils ne meurent pas vraiment puisqu'ils continuent à s'incruster dans l'esprit des gens. Ils sont immortels. Mais que veux-tu de plus? Tu as déjà fait ce que tu avais à faire, laisse-moi en paix maintenant. De toute façon, plus personne ne m'attend, ni mes lecteurs, ni la famille. Liwa soupira, croisa les mains sur un genou, puis se lança. Je voulais te dire que tu avais raison sur une chose. Raison sur quoi? Pour ce qui en est de ta postérité. Je n'ai jamais rien revendiqué à ce sujet. Je suis comme toi, je ne fais que mon travail. Et ça me ferait mal de te devoir quoi que ce soit. Te remercier parce que tu me dis que j'avais raison au sujet de la postérité. Jamais. Je te dis ça parce que hier, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre la main sur ton livre qui raconte l'histoire du petit Brahim. Entre nous, bravo, c'est bien écrit. D'habitude, je n'aime pas trop les artistes et ce qu'ils font. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à me mettre des bâtons dans les roues en insufflant de la vie à ceux qui contemplent leurs œuvres, à ceux qui prêtent oreille aux notes qu'ils concoctent, à ceux qui déchiffrent, à ceux qui les écrivent dans le foutu livre. Tout ça, par principe, ne devrait pas te toucher. Tu n'as aucune empathie pour nous les humains. La muerte. Je peux t'appeler ainsi. Demanda Kuruma en nouant le linceul autour de sa taille de l'impagne. C'est quoi, tu es colombienne, mexicaine maintenant? Appelle-moi comme tu veux, je suis universelle. La mort pouvait de temps en temps se permettre d'être magnanime, c'est elle qui régnait sur tout de toute façon. Elle se nourrissait littéralement de notre existence, de nos beaux jours. Elle se devait d'être la mieux... Elle était fameuse partout, plus belle qu'elle, il n'y avait pas. Et en tant que Congolaise, elle se devait d'être la mieux sapée. En ouvrant sans réfléchir l'ouvrage, Allah n'est pas obligé, elle s'était brusquement rendu compte d'une chose. Un artiste, un écrivain ne mourrait jamais complètement, semblait-il. Il suffisait de le lire. Cela m'a interpellé. Elle qui voulait avoir le contrôle de sur tout ne pouvait que prendre acte de cette situation. Et même de temps en temps, constatait-elle, quand elle faisait disparaître l'un d'eux de la terre, la valeur de son œuvre décuplait au point parfois de faire un véritable carton. Elle avait parcouru le bouquin. Bien qu'elle soit omnisciente, elle s'était amusée à se poser les mêmes questions existentielles que le jeune Brahima. Pourquoi la guerre? C'était quoi la démocratie? Les mots inscrits en ce mot pouvaient-ils nous exempter de la guerre? C'est vrai, c'était des sujets sur lesquels Liwa évitait de réfléchir. Ça n'arrangeait en rien son business, même en tant que Congolaise. Tant que les milliers de morts s'accumulaient à l'est de son pays, c'était parfait pour elle. Ce qui comptait pour la mort, c'était de demeurer séduisante aux yeux des chefs d'État, des acteurs du complexe militaro-industriel, des CEO de multinationales, des secrétaires généraux d'organismes internationaux, l'ONU et tout ça. C'était cela qui importait. Un écrivain, ça valait quoi comparé à tout ça? On s'en foutait de ces états d'âme. Du bout d'un doigt à l'ongle aussi effilé qu'une griffe, elle se lissa le sourcil droit. Plaqua sur ses lèvres un sourire éblouissant, ce qui sublimait sa beauté parfaite. Au trait, il est vrai, dessiné par n'importe où, mais quelque part dans l'au-delà. Le vieux Kuruma affichait une mine blasée devant les charmes déployés par la femme. Elle aurait pu le réveiller en plein jour, se disait-il, qu'il puisse au moins profiter de la vue, car là, il ne voyait pas grand-chose sur cette obscurité épaisse qui les entourait. Comme si elle avait lu dans ses pensées, elle évoquait les ténèbres. Le soleil des indépendants, c'est joli comme titre. Mais à quoi tu pensais à l'époque? Je rêvais d'un futur lumineux pour l'Afrique. J'ai imaginé que le continent redevenait l'Éden qu'il était avant l'esclavage et la colonisation, sans les carcans venus d'ailleurs, sans les cruelles prédations, exempt des ravages que tu ne cesses de produire spécifiquement sur notre continent. Tu ne trouves pas que tu en fais trop? En écrivant ce soleil des indépendances, je recherchais les racines du mal et je n'ai trouvé que toi partout. Le résultat, c'est ce livre qui continue à vivre. Par contre, ton autre roman, là, le titre est merdique. Je me demande comment tu as pu en écouler. En attendant le vote des bêtes sauvages, c'est franchement pas terrible. Du n'importe quoi. Mais les personnages, j'ai apprécié. Ce peuple qui se promène nu, comme préparé pour l'ensevelissement et prévenant en même temps qu'on vient au monde avec rien et qu'on en repart avec rien. Ce sont des grands malins, ces gens. Bravo, l'auteur. Jeune femme, ne t'avise surtout pas de parler de mon œuvre.
Si tu crois qu'elle t'est adressée, tu te trompes. Je ne l'ai écrite que pour dénoncer tes suppôts, ceux qui ont mis l'Afrique à leur botte depuis toujours et ceux qui, dans nos propres rangs, leur prêtent main forte. Ne te vexe pas, tu as de bonnes idées. J'admire tout ce que tu as mis dans la tête de tes personnages. Ce dictateur au totem à caïman qui dit qu'il ne faut pas séparer les caisses de l'État de sa caisse personnelle. Ne pas faire de distinction entre vérité et mensonge, qui est persuadé qu'il ne faut faire confiance à personne. Et puis ce dictateur pourvu du totem hyène qui considère la prison comme la première institution de son gouvernement. Et cet autre, au totem chacal du pays des Djebel et du sable, qui a institué la guerre perpétuelle au nord de son pays. C'est magnifique. Mais d'où provient tout ça? Je n'aurais pas mieux fait. Kurima ne répondit pas. Il pensait d'ailleurs à autre chose, pendant que la femme étrange soliloquait. Il était heureux d'avoir été enterré au pays plutôt que sur le lieu de son décès là-bas en France. En tant que fantôme, il ne ressentait rien qui fasse frais ou torride, mais à la façon qu'avait l'air de vibrer autour de lui à cause de la chaleur, il comprenait que son corps avait été rapatrié en Côte d'Ivoire. Il connaissait l'atmosphère qui prévalait lors de certaines nuits à Abidjan. Il dut se contenir car il ne voulait en aucun cas susciter un quelconque sentiment de nostalgie en lui. C'était pas mal déjà d'être posé là, à observer les lucioles et leurs balais aériens, à respirer cette obscurité, même à moitié nu, revêtu d'un linceul à la coupe plutôt sommaire. Ma fille, ramène-moi où tu m'as trouvé, pardon. J'ai pu prendre un peu de l'air, c'est sympa, mais je dois rentrer maintenant. Merci pour les infos sur ma postérité, je suis quand même content de ne pas être tombé dans l'oubli. Kuruma hésita sur un point. Désirait-il savoir depuis combien de temps il était dans cet état, dans cette sorte de transition? Mais était-il nécessaire d'avoir une évaluation même approximative de l'éternité? Mais dis-moi, dit-il finalement, ça fait combien de temps que l'administration française a déclaré ma mort clinique? Une vingtaine d'années, répondit Liwa. Grosso modo. Oui, j'ai fait mon temps, je pense. Ce livre, c'était pas ma faute. Des enfants ayant grandi la Kalachnikov à la main ont exigé que j'écrive leur histoire pour que tout le monde puisse la savoir. Et je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai fini par écrire, Alain n'est pas obligé. Au fond, l'existence de Brahima est peut-être l'une des raisons de ma venue au monde. Je l'ai écrit, ce roman, c'est bon, cela me suffit. Après avoir prononcé cela, le vieux se tut. Il fixait la nuit devant lui, perdu dans des pensées propres à un fantôme. La mort qu'il observait depuis la stèle bleu ciel baissa le regard, contrôla la perfection d'un de ses ongles. Lorsqu'elle releva la tête en même temps que sa mèche de cheveux rose fluo, Kuruma avait commencé à s'estomper doucement, quittant l'état de fantôme dans lequel avait mis Liwa pour redevenir ce qu'il était auparavant, l'entité invisible et éternelle que certains appellent l'âme. Octobre 2009. L'apparition d'Alix Clérouveau. Un jour de 2009,
j'ai reçu un mail du poète Jacques Roubaud qui me donnait rendez-vous au Wepler, un café du 18e arrondissement de Paris. Quand je suis arrivée, il était déjà là. Nous avons échangé quelques mots, puis il m'a tendu 2 cabas Big Shopper, 2 cabas pleins à ras-bord de lettres, de papier et de photographies. Je les ai posés près de moi sur la banquette le temps de finir mon café, puis je l'ai salué et je suis partie, emportant les sacs avec moi. Jacques Roubaud venait de me confier tout ce qu'il restait de l'œuvre d'Alix Cléo Roubaud, avec qui il avait été marié jusqu'en 1983. Une fois arrivée dans mon studio d'étudiante, j'ai sorti lentement le contenu des sacs et j'ai déposé une à une les 630 photographies sur le sol de mon appartement. Il y en avait partout. Elles ont recouvert le parquet, puis les meubles, la table où je dînais, ma commode, mes chaises. Pendant plusieurs jours, j'ai vécu encerclée de ces tirages. Je devais me faufiler pour atteindre mon lit qui était le dernier espace encore à moi. Je prenais mes repas dehors pour ne pas tacher les œuvres. Je gardais les fenêtres fermées pour que le vent ne les dérange pas. Alix Cléo Roubaud s'était installée chez moi. Je ne me souviens plus très bien de nos premières semaines de cohabitation. C'était un temps halluciné. Je dormais peu et passais des heures à regarder ses autoportraits, son visage intense et sombre, son corps nu démultiplié dans l'espace de sa chambre, son buste émergeant en surimpression d'une page de son journal intime. Ses lettres étaient en pile près de mon lit et je les lisais une par une. Elle avait gardé des doubles carbones de tous ses envois. Elle parlait à sa mère, à ses amis, à ses amants et à ses amantes aussi. Elle écrivait en anglais comme en français. Anne, my friend Anne, Werner, mon amour, chers tous, Alan, Diane, my dear. Elle leur disait que sa thèse n'avançait pas, qu'elle avait commencé un nouvel article, qu'elle avait du mal à respirer, qu'elle les détestait, qu'elle voulait mourir, qu'elle rencontrait des gens, qu'elle était amoureuse, qu'elle se sentait seule, qu'elle faisait la fête. C'est un vertige de plonger à ce point dans la vie d'une autre, de connaître si précisément ses désirs et ses doutes. Lentement, j'ai métabolisé ces textes et ces images, ils sont entrés par mes yeux et ont envahi ma tête. Certaines de ces phrases se mêlaient aux miennes, je les disais à voix haute, presque sans m'en rendre compte. Tu me verras morte, on viendra te chercher, Jacques Roubaud. Tu m'aimes pour les raisons de la vie, sottement tu oublies les raisons de la mort. Pendant 10 jours, je suis restée entourée de ces archives. Ma propre vie me semblait lointaine, irréelle. Je voudrais dire l'ivresse et la folie de l'archive, la manière dont elle nous attrape, dont elle prend possession de tout, l'attraction qu'elle exerce et le danger qu'elle représente aussi. Parfois on se dilue à force de se mêler à d'autres. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une juste distance, mais je peux dire que cette cohabitation m'a profondément marquée. Je connais si bien Alix Cléo Roubaud. Pourtant, cette photographe et écrivaine canadienne est née en 1952 et morte en 1983, 4 ans avant ma naissance. Elle avait 31 ans quand son mari l'a retrouvée inanimée dans son lit, emportée par une embolie pulmonaire. Quand son œuvre m'a été confiée, j'avais 22 ans, soit 9 ans de moins qu'elle au moment de sa mort. Le jour de mes 31 ans, j'ai eu l'impression de l'avoir enfin rejointe. Je me suis dit que je me tenais à la limite de sa vie à elle, et j'ai essayé d'imaginer ce que ça serait de disparaître à cet instant. Aujourd'hui, je suis son aînée de 6 ans. Chaque année que je gagne m'éloigne d'elle. C'est le propre des fantômes. Ils ne bougent pas en attendant qu'on les rejoigne, puis nous regardent partir, indifférents. Décembre 2011. L'appartement de la rue Vieille du Temple. Il m'a fallu des mois avant de retrouver le frère d'Alix Cléo Roubaud, Marc. Ce dernier vivait au Canada, à Ottawa exactement, et j'ai dû attendre l'un de ses déplacements professionnels à Paris pour pouvoir le rencontrer. Je me souviens qu'il m'avait donné rendez-vous dans un restaurant du Marais, rue Vieille du Temple. En découvrant l'adresse indiquée dans son mail, mon cœur avait accéléré. C'était dans cette même rue qu'Alix Cléo Roubaud avait son appartement,
celui qu'elle avait transformé en chambre noire, est-ce qu'il l'avait gardé ? À la fin du repas, il m'avait effectivement raconté que sa famille était encore propriétaire du lieu. Ses parents n'avaient même pas eu le courage de le vider à la mort de leur fille, et il en avait ensuite hérité. Mais il avait pris une décision pendant son dernier voyage, il fallait faire des travaux. Cette mort avait assez duré. Après avoir payé l'addition, il avait fouillé dans son sac et m'avait tendu des clés en disant « Vous avez 1 semaine avant que les ouvriers ne cassent tout. D'ici là, l'appartement est à vous. Faites ce que vous voulez avec ce que vous y trouverez. De toute façon, tout aura disparu d'ici la fin du mois. » Je l'avais regardé incrédule, nous venions juste de nous rencontrer. Qui était capable d'une telle confiance ? Il avait déposé le trousseau dans ma main et était parti. Désormais, c'est moi qui avais les clés de mon fantôme. J'y suis allée le soir même. J'ai tapé le code qu'il m'avait donné, traversé la cour et je suis restée interdite devant la boîte aux lettres. Il y avait encore son nom en majuscules rouges, Alix Cléo Roubaud. J'ai tout de suite reconnu son écriture. Après avoir monté les 2 volets de marche, je suis restée quelques minutes devant la porte en bois. J'imaginais qu'elle était derrière, qu'elle m'attendait en fumant des cigarettes et en buvant du whisky comme elle aimait le faire. Je pouvais presque entendre le bruit de ses doigts frappant les touches de sa machine à écrire. J'ai tourné la clé dans la serrure avec l'impression qu'après ce seuil, rien ne serait plus comme avant. Dans le petit 2 pièces, il n'y avait pas un bruit. J'ai refermé la porte derrière moi, je sentais mon pouls battre dans mes poignets. Je suis allée dans le salon, j'ai reconnu sa chaise, celle que l'on voit sur certains autoportraits. Sa machine à écrire était bien là, simplement posée dans son étui. Je venais de remonter le temps, 28 années pour être précise. Rien, absolument rien n'avait changé depuis sa mort. Je suis entrée dans sa chambre. La pièce n'était éclairée que du halo jaune et pâle de la lampe de chevet que je venais d'allumer. Il y avait ses vêtements pliés sur une étagère, des produits de beauté. J'ai ouvert un rouge à lèvres et j'ai voulu essayer sa couleur sur le dos de ma main, mais il a cassé net. Il y avait aussi un chapeau à large bord noir posé dans une alcôve, des magazines féminins sur sa table de chevet, des livres rangés dans la bibliothèque, ses cours de fac, des cartes postales collées sur son miroir. C'en était presque trop pour moi d'être là, dans cet étrange et intact mausolée. Après avoir fait le tour, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mise à 4 pattes pour regarder sous le lit. Après tout, c'était une bonne cachette. Je ne voyais rien, alors j'ai engagé mon bras dans l'obscurité. Je devais en avoir le cœur net. Ma main a touché une surface dure et je l'ai brusquement retirée. J'ai pris une profonde respiration et j'ai refait le même geste. J'ai sorti d'épais moutons de poussière, des médicaments, une boîte de négatifs et finalement une bouteille en verre, un import de whisky de 1982. Je me suis assise par terre pour reprendre mon souffle et j'ai fait sauter le bouchon pour boire une gorgée. Alix Cléo me devait bien ça. Pendant 1 semaine, j'ai donc passé mes journées chez elle. C'était l'inversion de la hantise. C'est moi qui prenais possession de son appartement. Je me demande si ma présence l'a gênée, si elle m'a regardé défaire lentement l'ordre de ces choses pour les sauver de la destruction. J'ai travaillé du matin au soir, mais je dois confier que je n'ai jamais réussi à passer la nuit chez elle. Un jour, à bout de force, je me suis étendue sur le couvre-lit qui sentait la poussière et j'ai su que si je restais 1 seconde de plus, je serais avalée par le matelas, par l'appartement, que je disparaîtrais. Pour travailler dans ce lieu et ne pas en devenir prisonnière, il fallait que je ne dépasse pas une certaine limite. Je ne pouvais pas lui donner mon sommeil. Novembre 2024. Le retour. Depuis mon départ de l'appartement, j'ai intensément travaillé pour Alix Cléo Roubaud. Je lui ai dédié une thèse, j'ai organisé des expositions, créé un fonds qui porte son nom, écrit un livre.
Petit à petit, nos rapports sont devenus plus distants. Nous travaillons en bonne intelligence, disons, mais je ne la laisse plus prendre possession de ma tête. Pourtant, l'année dernière, elle est brusquement revenue. J'ai d'abord reçu un mail d'un homme que je ne connaissais pas. Il me disait qu'il avait fréquenté Alix Cléo, qu'il avait même passé des soirées chez elle, dans l'appartement que j'avais vidé, et qu'il avait retrouvé une pellicule faite un soir de 1980. 3 portraits étaient attachés à son mail. Alix fumait, penchée sur l'un de ses amis. Elle soulevait son t-shirt pour montrer ses seins. Elle riait à gorge déployée, tête renversée en arrière. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Je ne l'avais jamais vue si vivante. Ces images m'ont bouleversée, j'ai brusquement refermé l'email, je n'étais pas prête à ce que ça recommence. Quelques mois plus tard, une autre femme m'a écrit. Elle voulait absolument me rencontrer. Après avoir longtemps hésité, je l'ai finalement appelée au numéro qu'elle avait noté à la fin de sa lettre. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose pour moi, quelque chose qui me revenait. Je ne comprenais pas ce qu'elle me racontait. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé une caisse, ou plutôt qu'on lui avait donné une caisse, lors d'un voyage au Canada. À l'évocation du pays d'Alix Cléo, j'ai compris qu'elle revenait. J'ai essayé de poser des questions à mon interlocutrice, mais elle changeait de sujet et ne voulait pas m'en dire plus avant de m'avoir vue. « Vous devez venir », a-t-elle insisté. « Vous devez vraiment venir, sinon vous le regretterez. » J'ai accepté le rendez-vous. Un matin de novembre, je me suis donc retrouvée à attendre devant une bouche de métro. Les minutes passaient et personne ne venait. J'ai fini par penser que c'était un canular, que j'étais stupide d'avoir imaginé quoi que ce soit. Alors que je maudissais cette mystérieuse personne, la porte d'un immeuble s'est ouverte. Une femme en est sortie avec une large caisse en plastique. Elle l'a posée devant moi. « Voilà », m'a-t-elle dit. Et avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, elle a tourné les talons et est rentrée chez elle. La caisse était pleine de papiers et j'ai reconnu une fois de plus l'écriture d'Alix Cléo. Mais il y avait là quelque chose de nouveau. Tous les documents avaient l'air de dater des années 1960, alors que je n'avais eu en ma possession que les textes et les images de la fin des années 1970. Alix Cléo m'apparaissait d'une manière nouvelle, depuis l'enfance. J'étais vieille désormais, et elle n'avait que 14 ans. Je me suis baissée au milieu de la rue pour prendre le premier cahier, je l'ai ouvert, et voici ce que j'y ai lu. 1er novembre 1966, la Toussaint, le jour où l'on honore les morts. Ceux qui ont disparu sont trop loin déjà et nous les avons oubliés. Néanmoins, cela ne pourra durer. Tôt ou tard, il y aura quelqu'un, forcément. Paroles vides, idées creuses, tristesse irrationnelle. Il n'y a qu'à mon âge, en pleine adolescence, que l'on se permet d'être si tragique. Tôt ou tard, il y aura quelqu'un. Bonsoir, merci. Avant de commencer à lire, une pensée pour notre ami Boalem Sansal qui ce soir dort en prison. Comme disait Jorge Luis Borges, malheureusement le monde est réel.
Notre mémoire parle d'une langue étrangère dont nous ne maîtrisons pas tous les signes. C'est pourquoi il est recommandable de traiter nos souvenirs avec la même peur et la même excitation avec laquelle nous traitons nos rêves. La mémoire nous parle sous forme de symboles, l'oubli aussi. Quand un monde disparaît, nous inventons un nouveau. Lorsqu'une étoile tombe, nous composons une nouvelle constellation. Avec Gabriel Garcia Marquez, j'ai découvert que le sorcier existe. Et que ces mêmes sorciers ont des mains ordinaires, des moustaches de gitans et un visage bourriné de paysans colombiens. Il m'a laissé des mots et des couleurs. Ceux qui peuvent réunir de monde des ombres prennent toujours une forme différente. Avec lui, ces deux oiseaux, un coq et un gros perroquet ara, les jupes colorées des femmes indomptables de Macondo, et cette longue, longue pluie qui tombe des jours et des jours dans ces romans. Toutes ces images ne me disent qu'une chose. Il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir. Tout se passe simultanément. Ce qui existait autrefois existe pour toujours. Nous pourrions être en 1981 ou peut-être 82. La bibliothèque municipale d'une petite ville de Yougoslavie. Un garçon de 15 ans ne peut pas parcourir le monde. Tout est si loin et cher, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie. Un garçon regarde avec délice des livres merveilleux et exotiques. Ces livres ont été écrits par des personnes en nom fantastique, encore plus beaux que ceux de footballeurs. Julio Cortázar, Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, Gabriel Garcia Marquez. Le garçon décide de lire tous ces livres magnifiquement traduits dans sa langue maternelle. Il en prend un son temps de solitude. Il rentre doucement chez lui. C'est l'été, c'est les vacances. Il n'est pas pressé. Le garçon s'enferme dans la pénombre de sa chambre et ouvre ce livre. Dans ses mains, les livres sont délicieusement l'encre d'imprimerie. Le garçon lit. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père le amena faire connaissance avec la glace. La magie existe, l'alchimie aussi. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu pour créer de nouveaux mondes. Nous avons besoin de littérature. Le garçon comprend ce qui n'est pas écrit n'est pas encore arrivé. Le garçon le sait déjà. L'idiot mémorise et le sage note. Le garçon a une intuition. La frontière entre ce monde réel et un rêve réside dans la manière dont nous écrivons et lisons ce monde. Les miracles existent parce que nous y croyons. Ce garçon, c'est moi. On dirait Raikouder de Brice. Notre réalité est poreuse. Entre les pensées et chaque nouvelle phrase qui n'a pas encore été écrite, il y a tout un monde mystérieux. Gabriel Garcia vient me voir souvent sous diverses formes. Parfois, c'est le souffle. L'autre fois, tel un chien errant qui me parlait dans une langue inconnue du folklore des animaux et des esprits dans une rue de Bangkok. Je le vis un jour avec un visage d'ivrogne, assis dans un long par-dessus gris dans la gare déserte de Empoli, en Toscane, parlant aux cendres de sa jeunesse. Mais la forme la plus courante qui prend Gabriel Garcia Marquez est la lumière.
Il apparaît dans un après-midi endormi à Lisbonne, comme un disque orange fondant dans le golfe de Bengale, ou comme un écho vert sous les feuilles de grandes chênes dans une forêt de Bosnie. Les ombres sont mieux visibles là où la lumière est forte. La lumière n'a pas de corps, mais elle a une force. Y a-t-il vraiment une vie après la mort? Dans les langues slaves, doux, esprit et douche, âme ont la même racine. Chaque fois que nous demandons s'il y a une vie après la mort, nous devons nous tourner vers Marquez. La rationalité nous enseigne que tout est dans la matière. La littérature nous dit que rien n'est définitif, que rien de ce monde n'a de forme achevée, même pas la mort. L'écrivain colombien décédé peut devenir une lumière. Et vraiment, est-ce que le mort revient? Les livres disent non, mais la nuit hurle que si. La littérature est la preuve qu'une seule vie ne suffit pas. Écoute un peu. Le lieu où nous sommes nés nous détermine toute notre vie. La langue aussi. Gabriel García Márquez est né en Colombie, en langue espagnole, et ces deux choses restent pour moi le plus important de sa biographie. L'Amérique ancienne, réelle et magique, et les langues des maîtres européennes. Culture orale autochtone et culture de la grande Europe. Ce n'est qu'ainsi que la littérature a pu entrer et rester pour toujours à Macondo. Et pas, disons, à Zurich. La réalité banale et heureuse. La réalité pleine de révolutions, de passions et de sang est difficile à vivre. Mais une telle réalité est magique pour l'écriture. Dans les années 60 du XXe siècle, le grand écrivain argentin Ernesto Sabato était invité en Suisse. Beaucoup de gens, de journalistes, nous sommes en plein essor de ce qu'on appelle la vague de la littérature latino-américaine. M. Sabato lui demande, un journaliste suisse, un petit Suisse, pouvez-vous expliquer, M. Sabato, pouvez-vous expliquer le secret? En Amérique du Sud, vous avez beaucoup de grands écrivains, de grands romans, de révolutions, de réalisme magique, des épopées. Mais ici, nous, en Suisse, nous avons beaucoup moins. Écoutez, jeune homme, lui dit Sabato, au moment où Guillaume Tell a manqué son fils, vous avez perdu votre dernière chance d'avoir une tragédie nationale. Je découvre la présence de Gabriel García Márquez le plus souvent lors de voyages. Ah oui, je n'appelle pas ça fantôme, j'appelle ça présence. Un être lunaire qui apparaît sans être invité, dans des moments précis où la fatigue refuse de se transformer en sommeil, et où les sentiments recueillis ce jour-là se mélangent dans ma tête. La dernière fois qu'il nous est apparu, c'était en janvier de cette année à Bangkok, Thaïlande. Le voyage est bien commencé. J'ai trouvé un billet de 100 bahts, 2,80 € à peu près, dans la rue. Cela se passe sous le regard bienveillant du roi thaïlandais, de son palais de lune mince et encore transparente, et d'un Ganesh de béton qui supervisait tout.
Je me sens encore ivre à cause du décalage horaire. Un long vol au-dessus de Singapour, 14 heures au total. L'hiver est derrière moi et devant moi se trouve une partie de l'Asie mystique. Il fait chaud, je transpire. Des voitures, des jeeps, des camions, des camionnettes bourdonnent sur leur large boulevard. Il y a quelques tuk-tuk colorés. Il n'y a pas de piétons, il n'y a même pas de touristes. Le jour se transforme lascivement en nuit. Le royaume de Thaïlande vit dans les premiers jours de l'hiver 2567, l'année du dragon de feu. Une brise agréable se lève et apporte avec elle toute une gamme de nouveaux parfums pour moi. La viande frite, le lot lourd de rivière Chao Phraya, l'odeur âcre émanant de feuilles d'arbres, la douce puanteur de fruits pourris et toute une brigade de gaz. En Thaïlande, comme partout, la classe moyenne achète et conduit en voiture. J'essaie d'oublier Hanoï et Saigon et leurs vastes et denses lignes et sols de moteur. Respirer, je commence à m'habituer à l'Asie. Bangkok, la ville des anges, compte 11 millions d'habitants. Certains d'entre eux sont en train de mourir, d'autres dînent, d'autres prient les dieux souriants et d'autres encore regardent la télévision. Et je suis parmi eux maintenant. Vêtu d'un coton léger, décontracté par le décalage horaire, il me semble que ma peau est encore aigre à cause de la pluie bruxelloise d'hier soir. Zaventem, sexy. Je marche. Je sais qu'il n'est pas nécessaire de regarder autour de soi. En Asie, toutes les choses et toutes les substances, les maisons, les ponts, les bâtiments, les arbres, les verrières, changent de place au jour du lendemain. Donc cet horaire de rue de soir ne sera certainement pas valable le lendemain matin. Les locaux se sortent très bien et nous, les étrangers, sommes perdus. Ce qui me semble parfaitement bien. La grande rue est étonnamment déserte. Ici, là, un fumeur d'opium éclot largement, un chien errant endormi, un oiseau miraculeusement blanc se dresse au milieu de la route et prouve l'existence de la métaphysique et de l'âme. Un peu plus loin, sur le trottoir, un homme bossu vend des bouteilles d'eau. Je m'arrête à côté de lui et lève la tête. Une émeraude verte brille dans son nez. Ses yeux, il me semble, sont en feu. Un visage si ridé que dans ce ride, le regard humain peut se perdre. Ce vieil homme dans la rue m'a l'air si familier. J'ai vu des centaines de fois le visage souriant d'un homme et d'un écrivain qui a inventé de nouveaux mondes. Gabriel Garcia Marquez. Je ne rêve pas, je demande. Non, ce ne serait pas un rêve, me répond un écrivain qui vend de l'eau. Je suis bien heureux maintenant. Je serai un fantôme, continue-t-il, jusqu'à qu'il s'avère vraiment que la mort est la décomposition de la matière, pas de l'esprit. Tout près de ses pieds nus tremble une grande sauterelle verte. C'est à cela que ressemblent les anges aujourd'hui, dit Marquez. Je voudrais une bouteille d'eau, dis-je. Ten Bachst water, dit Gabriel Garcia. 10 Bacht de l'eau. Je sors mon billet de 100 Bacht, je paye, je me penche, je pense prudemment l'eau glacée. Le prix Nobel colombien de littérature Gabriel Garcia Marquez, considéré comme un des plus grands écrivains de langue espagnole, est mort jeudi 17 avril 2014 à son domicile de Mexico, quelques jours après avoir été hospitalisé pour une pneumonie. La famille de Gabriel Garcia Marquez a déclaré cette année que le lauréat colombien de prix Nobel souffrait depuis un certain temps de la maladie d'Alzheimer. Ironie amère, écrivait à ce propos The Guardian,
de la maladie Alzheimer pour Marquez, dont les symptômes ressemblent à ceux de son chef-d'œuvre. Dans son temps de solitude, Marquez décrit une épidémie qui frappe le pueblo de Miroirs et qui affecte tous ceux qui sucent les alléchantes friandises faites maison de Ursula Iguaruan. La malédiction commence par une insomnie extrême, bientôt suivie d'une difficulté à se souvenir des noms et de l'utilisation d'objets du quotidien. Pour compenser ce handicap, les villageois commencent à marquer chaque objet important du village avec un pinceau ancré. Par exemple, on accroche autour du cou de la vache un écriteau handicap indique que c'est que la vache qu'il faut le traire tous les matins pour qu'elle produise du lait, que le lait doit ensuite être bouilli pour pouvoir être mélangé au café. Les dérisions est bien sûr que cet oubli magnifiquement décrit par Marquez se manifeste souvent chez les patients, y compris lui-même, à mesure que la maladie progresse. Il n'y a pas de comédie sans tragédie. L'inverse non plus n'est pas possible. La tragédie et la comédie sont les deux sœurs siamoises de notre destin humain. La seule chose que nous pouvons demander, c'est leur ordre. L'enfer vient en premier ou c'est le paradis? Parce que nous sommes tous d'accord, ce n'est pas la même chose. Cet ordre change tout. Il y a des raisons sensées de soupçonner que Gabriel Garcia Marquez est mort avec une mémoire blanche. Tant de mondes magiques ont été réduits à l'état de vide. Heureusement, ces livres sont restés. Ce qui est écrit est toujours vrai. Dans les Balkans, on dit « écrivez et Dieu se souviendra ». Ce qui n'est pas écrit, c'est comme si cela n'avait jamais existé. On est ma maestro. C'est la fin. Je vais présenter mon texte, mais bon. Ce sont des visites amicales. Marquez vient me voir pour remplacer mes chers morts. C'est un esprit ou un fantôme? La question est rhétorique. Je sais seulement que j'appartiens aussi à une nation qui a perdu sa guerre et son pays. Un peuple où 3 générations d'hommes sont allés à la guerre tout au long du XXe siècle et ne sont pas revenus. Une nation qui n'a pas su reconnaître la paix et qui, pour cette raison, vit constamment en guerre. Une tribu qui n'apprend rien de l'histoire, c'est pourquoi elle est vouée de la revivre et revivre et revivre. Le fantôme de Marquez est un livre. Tout ce qui se passe entre les lignes. Il est le souffle, ce moment entre l'inspiration et l'expiration, la plus grande éternité que les dieux nous ont donnée à nous, les humains. C'est une idée bienveillante qui me murmure Maître Marquez. Écrire a un sens. Tout ce qui arrive doit confirmer son existence par écrit. Les miracles existent parce que nous y croyons. Merci.